Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée de Mediapart en direct, durant laquelle le site est en accès libre et la rédaction ouverte aux caméras. À partir de 20h30, de nombreux invités, intellectuels, politiques, témoins, militants mettront en débat le mariage pour tous, quelques jours seulement après les propos incendiaires de François Hollande sur la liberté de conscience à accorder aux maires. À 19h, vous retrouverez notre séquence des retours sur enquête, et notamment sur l'état explosif de la droite française. Mais tout de suite, et pour une petite heure, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Hazan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on pourrait donner un aperçu de votre itinéraire à travers les causes que vous avez accompagnées, depuis celle de l'indépendance algérienne, puisque vous avez été un compagnon de route du FLN, à travers la cause palestinienne. Vous avez notamment exercé vos talents de médecin et de chirurgien au Liban pendant les années 70 dans le cadre de l'association médicale franco-palestinienne, et jusqu'à récemment votre soutien à Julien Koupa et au groupe de Tarnac. On pourrait évoquer aussi vos grandes passions, Paris, auquel vous avez consacré de nombreux livres, dont notamment L'Invention de Paris, qui vient de ressortir dans une version illustrée, enrichie aux éditions du Seuil. Mais on pourrait citer aussi toutes les insurrections du XIXe siècle et la Révolution française, à laquelle vous consacrez un livre dont on va reparler. On pourrait enfin évoquer vos différents métiers, Éric Hazan, puisque vous avez commencé comme chirurgien cardiaque, notamment pour enfants. Vous avez ensuite été éditeur de beaux livres pour les éditions Hazan, qui avaient été fondées lorsque vous avez repris les éditions Hazan fondées par votre père. Et enfin, on pourrait évoquer toujours, pour parler de votre travail d'éditeur, mais un travail d'éditeur qui n'a plus édité de beaux livres, mais plutôt des livres projectiles, je crois. Une fois, j'avais lu ça, comme on pourrait les appeler, des livres qui se veulent des armes, aux éditions La Fabrique. Vous avez publié de nombreux noms, dont Rancière, Badiou, Robespierre, Édouard Saïd, mais aussi Le Comité Invisible et son insurrection qui vient. Ou plus récemment, non, c'était pas plus récemment, puisque c'était en 2000, Amira Haas et son livre Boire la mer à Gaza. Alors, c'est vrai que, vu ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ça donne envie de revenir sur ce livre, qui date des débuts des années 2000, mais dont l'expression « boire la mer à Gaza », c'est en fait une expression arabe qui est l'équivalent de « aller au diable ». Parce qu'au fond, même les Palestiniens disent que Gaza, c'est l'enfer, sous-entendu. Est-ce que, pour vous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore ce que vous dites dans un livre, c'est-à-dire ce nouvel épisode d'une guerre dont on a l'impression qu'elle est sans fin? C'est encore comme ce que vous avez écrit récemment, un moyen finalement pour Israël de tenir une nation qui sinon exploserait, c'est-à-dire un état de guerre dans lequel vous voyez le ciment d'une nation, ou est-ce que quand même vous comprenez quand Israël dit aujourd'hui on est bien obligé de se défendre contre un ennemi qui est armé par l'Iran? Je pense que c'est une opération de politique intérieure. Ce qui s'est passé ces jours derniers à Gaza. Il va y avoir des élections en Israël, des législatives en janvier, et le système électoral israélien fait que les résultats peuvent être très aléatoires, parce que c'est une proportionnelle absolue. Alors on dit toujours Netanyahou grand favori, mais on ne peut pas savoir. Imaginons que, les nationaux religieux gagnent énormément de sièges, ça mettrait sa coalition en porte-à-faux. Donc il est très important, il est essentiel pour un gouvernement israélien dans ces conditions de refaire le sentiment d'unité nationale. Et comme vous le disiez, c'est un pays qui est fondamentalement déchiré entre religieux et laïcs, entre Ashkénazes et séfarades, entre riches et pauvres, entre juifs et non-juifs. Et ce qui est la glu qui permet de tenir tous ces morceaux ensemble, c'est l'ennemi extérieur. Et l'état de guerre. Et l'état de guerre. Et quand on habite Tel Aviv ou Haïfa ou les beaux quartiers de Jérusalem, on peut l'oublier, l'état de guerre. On l'oublie d'ailleurs. On vit très bien à Tel Aviv. Donc, il faut à un moment donné le refaire savoir. Et je pense que cette opération-là est une opération destinée à refaire l'unité nationale autour de cet état de guerre. Alors naturellement, après avoir tué quelques 150 personnes, ils l'ont joué, Netanyahou l'a joué, retenez-moi où je fais un malheur, parce que il sait très bien que l'opération terrestre aurait été très difficile cette fois-ci,
qu'il y aurait eu des morts et que le retour des cercueils de soldats, électoralement, c'est pas formidable. Mais les éditions La Fabrique que vous avez fondées et que vous dirigez, Eric Hazan, ont publié, je citais les noms d'Edward Said ou de la journaliste de Haaretz, Amira Haas, de nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien, sur la situation au Proche-Orient. Et vous avez dit vous-même qu'en tant que juif, vous vous sentiez particulièrement en cause par les crimes qui sont commis en votre nom. C'est quelque chose que je ne comprends pas très bien, parce qu'on ne demande pas, par exemple, aux musulmans d'être comptables du djihadisme ou aux catholiques d'être comptables de tout ce que fait l'Iran. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce point-là, à ce pays? L'État d'Israël a pour slogan d'être l'État des Juifs du monde entier. Ce que n'est pas le Maroc ou l'Afghanistan. Mais l'État d'Israël, si demain je veux être citoyen israélien, il suffit que je prenne un billet d'avion, je passe à l'aéroport Ben Gurion, je demande et je suis citoyen israélien. Vu tout ce que vous avez publié, c'est pas sûr qu'ils vous le donnent, hein, vous. Non, je rigole. Si, sans doute. Si, Non, si, il serait content. Si, il dirait, vous voyez, même celui-là. Par conséquent, c'est une situation particulière d'être un juif de la diaspora par rapport à cet État. Donc, je pense que les juifs sont comptables des crimes qui sont commis finalement, qu'ils le veuillent ou non, en leur nom. Mais pourquoi est-ce que vous avez écrit que, pour vous, quand même, un État juif n'est pas viable à long terme? Parce que vous pouvez comprendre, j'imagine, enfin vous, votre père a été spolié pendant la guerre en France de ses biens, vous pouvez comprendre que beaucoup d'Israéliens, et pas parmi du tout les plus extrémistes, revendiquent la légitimité d'avoir un foyer national, un État juif. Pourquoi un État juif n'est pas viable à moyen et long terme? Parce que tout de suite, là, il est viable, il le montre. Il le montre, il est fort. Je ne sais pas, c'est la 4e, 5e merveille du monde, une économie florissante. Donc, viable pour l'instant, ils le sont. Mais au fond, tout repose sur l'état de guerre, y compris la prospérité économique, puisque une des principales richesses qui est l'exportation, c'est l'exportation des techniques et des technologies d'armement. Donc tout repose sur l'état de guerre. Et cet état de guerre, d'abord, il repose quand même sur l'appui des États-Unis. Et l'appui des États-Unis, beaucoup d'éléments portent à penser qu'il ne sera pas éternel. En particulier l'évolution de la jeunesse juive américaine. D'accord, parce que l'élection d'Obama, pas la réélection. Ah non, ça ne changera rien. Mais plusieurs travaux assez sérieux américains montrent que les vieux restent très sionistes. Mais la jeunesse américaine, parce que après tout, la jeunesse, à un moment donné, elle arrive aux manettes. La jeunesse juive américaine, elle est partagée en, d'une part, une minorité d'extrémistes religieux. D'ailleurs, les fous furieux des colonies les plus brutales qui sont en Israël viennent de Brooklyn, sont des juifs américains. Mais ça, c'est quand même... Et les autres qui, au fond, n'en ont rien à faire, ont vis-à-vis d'Israël une indifférence qui va croissant. Et ça, un jour, ça va affaiblir forcément l'appui américain à Israël, et puis finalement, quel État a-t-il jamais persisté dans son être dans l'état de guerre? C'est pas possible. Alors pour remédier à ça, vous avez publié au printemps dernier avec Eyal Sivan, qui fait partie de la petite bande des éditions La Fabrique et qui est un réalisateur israélien, enfin franco-israélien, un livre qui s'appelle « Un État commun entre le Jourdain et la mer », où vous revenez sur l'idée d'un État binational et non pas de deux États pour deux peuples. Est-ce que ce qui se passe, encore une fois, là, au Proche-Orient, en Palestine, vous semble pas éloigner encore cette idée comme d'un vœu pieux? C'est-à-dire que là, même aujourd'hui, les pacifistes des deux camps, ceux qui aujourd'hui défendent l'idée qu'il est encore possible d'avoir un État binational, ce sont quand même une grande minorité. Oui. Une petite minorité. En tout cas, chez les Palestiniens, c'est pas sûr. Quant aux Israéliens, d'abord, on leur a jamais demandé leur avis sur ce point. Bon, il est probable, il est à peu près certain, que si on le leur demandait, il y aurait une majorité qui serait
opposés à l'idée d'un État commun. Mais les esprits évoluent. Il faut se souvenir, vous êtes trop jeune pour vous souvenir, de l'époque de Golda Meir, il n'y a pas de Palestiniens. There is nothing like Palestinians. Et puis, oui, il y a des Palestiniens, mais ce sont des terroristes, ce sont des détourneurs d'avions. Et puis, un jour, pour parler de Madrid, on s'assied à la même table. Et puis, les accords d'Oslo, la main, la pelouse de la Maison-Blanche, ils se serrent la main. Les choses évoluent. Il ne faut pas prendre un instantané d'aujourd'hui comme quelque chose de définitif, là comme ailleurs. Et pour ma part, je reste convaincu que je ne suis pas le seul. Depuis Hillary Clinton, jusqu'au dernier gamin qui pousse des chariots sur son diable de tomates au marché de Naplouse, tout le monde sait que l'autorité palestinienne est une autorité sans autorité, qu'elle ne représente rien du tout. Tout le monde sait qu'il n'y aura jamais un vrai État palestinien. Un faux, oui. Il y aura peut-être un État palestinien au mois de novembre. Oui, la demande prochaine de Mahmoud un État Abbas palestinien reconnu, pas reconnu, symbolique à l'ONU. Oui, mais ça ne vous changera trompe pas. rien. Ça ne changera rien sur le terrain. Par conséquent, la pelote de mensonges ou de non-dits est très serrée et personne n'ose tirer le bout. C'est pour ça d'ailleurs que dans les médias français, dans les journaux français, dans les analyses des correspondants étrangers, aujourd'hui, pardon, ce sont les jérémiades. Ce ne sont pas des analyses, ce sont des jérémiades. Parce que finalement, à force de ne pas dire les choses, il n'y a plus qu'à gémir. Non, mais c'est vrai que l'argument fort du livre que vous avez écrit avec El Sivan, c'est de dire que la solution, ce qu'on présente comme une solution de deux peuples dans deux États, en fait, ça fait 75 ans qu'on dit ça et que ça sert plutôt de discours. C'est un discours de guerre. C'est un discours de guerre que vous dites travesti en fausse solution de paix. Néanmoins, je ne vois pas qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on crée cet État commun qui soit un État en partage et pas un État partagé. Ça me semble encore plus loin. Aujourd'hui, c'est deux États dans deux États. D'abord, déjà aujourd'hui, l'État commun, l'État unique, il existe. Entre le Jourdain et la mer, il y a une armée, une seule, une administration, une seule, des frontières uniques et gardées par la même armée. Finalement, c'est un État unique, sauf qu'il n'est pas commun, puisque une partie de ses 11 millions d'habitants est dans un état d'infériorité par rapport à l'autre, et une partie, celle des territoires dits occupés, est sous administration militaire. Mais si on regarde les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, l'État unique, il existe déjà. Il est là sous nos yeux, et il suffirait au fond de... Mais il existe, mais de manière non satisfaisante. Oui. Mais Azmi Bishara, qui était un député arabe à la Knesset, député arabe israélien à la Knesset, député palestinien à la Knesset, qui a été obligé de s'exiler parce qu'on menaçait de lui retirer l'immunité parlementaire et de le mettre en prison. Azmi Bishara faisait campagne sur l'état de tous ses citoyens. Et c'était un mot d'ordre très fort. Et c'est parce que ce mot d'ordre était très fort qu'ils l'ont menacé des pires sévices. Officiellement, c'est parce qu'il était allé en Syrie et était en guerre avec Israël. Non, c'était parce que ce mot d'ordre, l'état de tous ses citoyens, fait terriblement peur. Oui, mais ce que vous dites en même temps dans ce livre, c'est que, au fond, l'intérêt de maintenir ce que vous appelez le mythe des deux États, il est présent à la fois dans la classe politique israélienne, mais aussi chez les Palestiniens. À l'autorité palestinienne. Chez l'autorité palestinienne. Du coup, ça va venir d'où la possible revendication d'un État commun? L'autorité palestinienne aujourd'hui ne représente plus rien. N'a jamais rien représenté depuis la mort d'Arafat. Parce qu'Arafat représentait quelque chose en tant qu'Arafat, pas en tant qu'autorité palestinienne, mais c'était un personnage historique. Depuis lors, les gens qui ont pris sa succession ne représentent, au fond, ils représentent les intérêts israéliens, ce sont au fond des garants de la sécurité israélienne auprès des Palestiniens, et ce sont aussi des représentants de la néo-bourgeoisie palestinienne pourrie,
qui sévit à Ramallah. Et c'est eux qui touchent l'argent des pays donateurs et qui le distribuent. Bon. Donc cette autorité-là n'est pas une autorité. Ce qui compte, c'est ce que veulent les Palestiniens eux-mêmes. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que leur voix soit très audible. Mais pour ceux qui connaissent un peu le pays et qui ont le loisir de parler avec des gens, quand on leur dit vivre avec les Juifs, mais bien sûr. Mais bien sûr. Évidemment. Évidemment. Ils ne pensent plus, ils n'y croient plus à l'État palestinien, si tant est qu'ils n'y aient jamais cru. Les Palestiniens à qui j'ai parlé, je parlais à beaucoup de la jeunesse. Ils disaient, mais non. Vivre avec les Juifs, oui. Donc je pense, pour ma part, que parmi le peuple palestinien, ils ont fait leur deuil de l'idée d'État-nation. D'accord, donc si on entend utopie non pas comme une direction, mais comme vraiment ce qui n'arrivera pas, ce qui n'existera pas, un non-lieu, vous pensez qu'un État commun, un État pour deux peuples est moins une utopie qu'aujourd'hui C'est le partage, c'est la partition en deux morceaux de la Palestine. Mais d'ailleurs... Qui vous semble une utopie. Mais d'ailleurs, il suffit d'y aller et de voyager un peu. Quand vous êtes sur les collines, les dernières collines de Cisjordanie, les plus à l'ouest, vous voyez le skyline de Tel Aviv, quand il fait beau, et il fait souvent beau, Dieu merci, dans ce pays, vous voyez au fond, donc c'est tout petit. Non, mais c'est pas parce que tout se joue dans un mouchoir de poche qu'on ne peut pas imaginer une partition. Avec des populations complètement intriquées. Complètement intriquées. Un pays minuscule, des populations complètement intriquées. Vous allez couper en deux. Ça ne marche pas. Et la preuve que ça ne marche pas, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le premier plan de partition de la Palestine, c'est 1937. Le plan Peel. Les Anglais, très inquiets devant la grande révolte arabe, envoient un dénommé Peel faire un rapport. Et il revient en disant « Partageons le pays en deux ». C'était la première fois. Et depuis, on ne peut pas dire que ça a avancé, ça a même reculé. Avec tout le sang versé, ça a reculé. Une solution qui, en 3/4 de siècle, n'a fait que reculer. Oui, mais on pourrait dire que le sang versé fait aussi reculer la solution d'un État binational. Oui, mais je ne crois pas à la haine éternelle. Pas du tout. Alors, je ne sais pas à quel rythme vous écrivez, Éric Hazan, mais donc vous avez publié au printemps cet ouvrage sur un État commun entre le Jourdain et la mer, et vous avez publié là, à la rentrée, une histoire de la Révolution française, un peu plus épais, plus de 400 pages, travail plus en longueur. Pourquoi est-ce que vous faites ça maintenant? Enfin, pourquoi comme ça et pourquoi maintenant? À vrai dire, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était une bonne idée de le faire quand j'ai commencé. J'ai travaillé 3-4 ans. Quand j'ai commencé, je ne me suis pas dit c'est le moment. Pas du tout. Pas du tout. Il se trouve que c'est tombé au bon moment, mais c'est vraiment pas calculé. Et pourquoi comme ça? Eh bien, à vrai dire, là encore... Parce que c'est quasiment un manuel, des fois. Enfin, oui. Enfin, un récit. J'ai essayé véritablement que ce soit un récit et pas un manuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chapitre, comme dans un manuel, la question financière ou les problèmes religieux. Non, les choses se suivent dans l'ordre chronologique et j'ai essayé que ça soit raconté dans l'ordre où ça s'est passé. Alors, ce n'est pas toujours simple, parce que des fois... c'est chronologique, on va dire. C'est chronologique. Alors évidemment, des fois, le temps révolutionnaire, c'est pas le temps des calendriers, c'est pas le temps des horloges, c'est un temps qui peut soudain s'accélérer énormément. Hein. Si vous pensez à ce qui s'est passé, je sais pas, dans les derniers jours du mois de septembre 92, 20 septembre, dernière séance de la législative, 21 septembre, réunion de la Convention, et là, dans une ambiance extraordinaire, proclamation de la République. Et dans la foulée, on apprend la victoire de Valmy. C'est vraiment un monde qui bascule en 3 jours.
Mais vous dites bien en introduction qu'il s'agit de faire souffler un peu d'enthousiasme révolutionnaire sur notre époque, dont je crois que vous dites qu'elle est quand même sujette au relativisme et à la dérision. Est-ce que néanmoins on a besoin de ces modèles du passé pour faire souffler cet enthousiasme? Parce que si on prend les révolutions tunisiennes ou égyptiennes, elles se sont quand même affranchies quasiment de toute référence, si ce n'est le terme qui est discuté d'ailleurs, de révolution, que ce soit une prise du palais d'hiver ou que ce soit, elles n'ont pas non plus créé de comité de salut public. Certes, non, il ne s'agit pas de refaire la Révolution française. Il s'agit d'en tirer les éléments. En fait d'ailleurs, dans le livre, je me suis bien gardé de tirer explicitement les éléments qui peuvent nous servir à nous pour notre époque. Je ne l'ai pas fait parce que je pense que le lecteur est capable de le faire lui-même, le lecteur, la lectrice. Il n'y a pas besoin de leur mettre les points sur les i. Il me semble qu'il y a des choses qui sont vraiment tout à fait évidentes. En particulier, je dirais qu'une des, pas leçons, mais une des notions les plus frappantes concernant la Révolution française, c'est que les événements les plus improbables, les plus impossibles, les plus extraordinaires peuvent survenir. On ne sait jamais. Si vous vous mettez dans l'imagination, vous projetez à, je sais pas, avril 89, juste avant la réunion des États généraux. On dit, bon, il y avait la dette, hein. Il y avait une dette formidable. Les intérêts de la dette absorbaient pratiquement la moitié des recettes du Trésor royal. Mais d'abord, ça s'était déjà produit. Sous Louis XV, la France avait fait banqueroute. On avait dit rééchelonnement de la dette, enfin, des choses qu'on connaît bien, hein, rééchelonnement de la dette, abandon des... La France avait fait banqueroute, et puis, à la suite de la guerre de 7 ans. Et puis, mais finalement, bon, on s'en était sorti. Et puis là, on pouvait dire... les États généraux, on les réunit, oui, on les avait déjà réunis, il y a pas mal de temps avant, sous la régence de Marie de Médicis, mais voilà, ils vont voter des nouveaux impôts, et puis les choses vont s'arranger. Mais que le trône de Clovis, de Henri IV, de Louis XIV puisse être plus que menacé, que cette extraordinaire organisation administrative de la France, mise au point par Richelieu, par Colbert, puisse s'évaporer du jour au lendemain, ça, c'était quelque chose d'impensable, d'impensable. Il y a quand même quelque chose, ou plutôt quelqu'un que vous tirez de cette révolution, c'est quand même Robespierre. Vous aviez déjà... il y avait un livre des éditions La Fabrique qui avait publié certains de ses discours. Pourquoi est-ce que vous choisissez de faire quand même une forme de réhabilitation de Robespierre dans ce livre? Réhabilitation est un bon mot. Je pense que c'est le mot juste. Robespierre a été extraordinairement calomnié dès le lendemain du 9 Thermidor. Dès le 10 Thermidor, les Thermidoriens, qui avaient abattu le personnage le plus populaire, d'une popularité extrême, il était très important pour eux de montrer que cette popularité reposait sur rien, qu'en fait c'était un personnage épouvantable, un tyran sanglant. Tyran peut-être pas, mais sanglant, oui. Qu'il ait été à un moment donné au centre de gravité d'une machine qui distribuait la mort, c'est sûr. Mais, bon, j'ai essayé de ne pas faire de psychologie dans ce livre, mais que ce rôle lui ait causé une très grande souffrance, une très grande douleur, c'est beaucoup d'indices le montrent. On s'en fiche un peu, non, de ce que ressent le bourreau? Oui, mais bourreau, il a fait énormément pour éviter de faire couler le sang. Par exemple, après l'élimination des Girondins, à l'été 93, il y a eu 75 députés à la Convention qui n'avaient pas fait partie de la charrette, qui ont signé une pétition disant « c'est un scandale, ce qui s'est passé n'est pas normal ». Et
il était... Tous les, disons, les activistes de la Révolution disaient ces gens-là doivent être mis en jugement. Robespierre s'y est toujours opposé avec succès. Il a dit la Convention ne doit pas multiplier les coupables. Il a essayé de sauver Marie, la sœur du roi, la sœur de Louis XVI. Enfin, je pense qu'il n'était pas du tout un personnage sanglant, je veux dire, cruel, pas du tout, pas du tout. Je pense que la terreur, il s'est passé pendant ce qu'on appelle la terreur, c'est-à-dire, disons, de l'été 93 à l'été 94, il s'est passé pendant cette terreur des choses terrifiantes. Il n'est pas question ni de les relativiser, et encore moins de les nier. Des choses épouvantables. Dans lesquelles Robespierre a vraiment pris sa place. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Indiscutable. Mais, d'abord, Robespierre n'était pas un dictateur. Toutes les mesures qui ont été prises par le comité de salut public ont été signées collectivement. Et la preuve que ce n'était pas un dictateur, c'est le 9 Thermidor. Il était isolé, il était en minorité au comité de salut public, il était en fragilité à la Convention, il est allé à l'abattoir. Et un vrai dictateur s'y serait pris tout autrement. Un Bonaparte ne s'y serait pas pris de cette façon. Ce n'était pas un dictateur, ce n'était pas un tyran, ce n'était pas non plus le génial leader que certains présentent. C'était... Il a quand même, je dirais, s'il existait quelque chose comme un tribunal de l'histoire, la charge, l'accusation contre lui serait d'avoir mis au pas le mouvement populaire pendant l'hiver 93-94. Parce qu'il fallait gagner la guerre et que le mouvement populaire, c'était un peu le désordre et la désorganisation, et il fallait organiser parce que sinon la guerre allait être perdue, la guerre extérieure et la guerre civile. Mais on sent quand même que ce qui vous séduit quand on lit cette histoire de la Révolution française, ce qui vous séduit, c'est quand même aussi sa langue. Sa langue et la cohérence de ses positions pendant la Constituante, ensuite son combat contre la guerre pendant la législative. Voilà, vous citez de longs extraits des discours de Robespierre qui sont effectivement, je comprends, assez enthousiasmants. Et on connaît par ailleurs votre souci de trouver la bonne langue pour exprimer la bonne politique. Enfin, je dirais, vous avez publié il y a quelque temps chez Raison d'Agir un ouvrage consacré à la langue de la Ve République en montrant tout ce qu'elle pouvait appauvrir, y compris dans la manière de faire de la politique. Et on peut deviner que ce qui vous a plu aussi dans la langue du comité invisible, c'est justement une puissance de la langue peut-être. Mais est-ce qu'on a besoin, pour restituer cette puissance de la langue, et au fond, effectivement, cette envie d'étincelle, de réhabiliter quelqu'un? On peut rendre hommage à effectivement une époque où la politique traversait quand même, il y avait une fusion entre les sentiments politiques, la réflexion politique, entre l'individu et le collectif, sans pour autant réhabiliter quelqu'un qui malgré tout a une part noire indéniable. Il a été terriblement calomnié, je l'ai dit, dès le lendemain du 9 Thermidor, et l'historiographie de la Révolution a repris les arguments des thermidoriens jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au manuel scolaire d'aujourd'hui. Il faut voir comment est représentée la révolution dans les manuels scolaires aujourd'hui, c'est la guillotine. Point. Le reste, on n'en parle pas. Donc, il est important, c'est pas de la réhabilitation d'un personnage, c'est la restitution d'une certaine vérité historique quand même, qui a été détournée. Cette vérité a été occultée, masquée, détournée par toute une tradition historiographique qui va depuis les premiers historiens sérieux de la Révolution, qui sont François Mignet, jusqu'à Taine et Furet. Il y a une véritable tradition contre-révolutionnaire, et Robespierre, qui personnalise la Révolution, se trouve en plein milieu de la cible. Et je ne crois pas que ce soit la réhabilitation d'un personnage sombre, je crois que c'est une réhabilitation de la vérité historique. Il y a un autre fil que vous tirez qui est très intéressant dans cette histoire de la Révolution française, c'est la Convention.
dont vous dites que c'est la première et la seule assemblée française où le peuple ait pu faire entendre directement sa voix. Alors en fait, ça ne désigne pas la composition de cette assemblée, puisque vu le type de scrutin, c'était des notables, même si c'était les nouveaux notables issus de la Révolution. C'est évidemment encore une assemblée purement masculine, mais vous dites que dans son fonctionnement, à la fois parce que le peuple finalement se trouve dans les tribunes et par un système d'adresse, en fait, de délégation, de lecture, le peuple est vraiment présent. Est-ce que pour vous ce serait, alors je ne vais pas dire un modèle, mais en tout cas un fil à tirer dans une critique plus générale que vous feriez, j'imagine, de la démocratie participative d'aujourd'hui, non participative d'aujourd'hui, purement représentative? C'est vrai. C'est vrai que la Convention, il y a tout un énorme corpus de dizaines de volumes qui reprennent une par une toutes les séances de la Convention, toutes les séances des 3 assemblées révolutionnaires, tous les jours, et parfois 2 fois par jour. Et chacune des journées fait, je sais pas, peut faire 60 pages. Et sur ces 60 pages, il y en a 30, ou la moitié, parfois plus, qui sont des lettres et des délégations qui arrivent à la barre. Alors des fois, souvent, c'est pour féliciter les représentants du peuple, les législateurs, mais pas toujours. Parfois, il se passe des choses extraordinaires. Une délégation qui arrive en disant législateurs, nous allons vous montrer vos erreurs et nous allons vous montrer comment les rectifier. Alors les conventionnels sont pris à la gorge. Ils disent mais alors au nom de quoi parle-t-il si nous on n'est pas les représentants du peuple, qui sont-ils? Il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette présence populaire qui fait que bien que il n'y ait pas de paysans et 2 ouvriers à la Convention, il y a quand même, la voix du peuple se fait sans cesse entendre. Et depuis, ça a disparu, ça. Alors, encore une fois, il n'est pas question de refaire la Convention, de refaire la Révolution française telle qu'elle a été. Je pense que le système représentatif, il a quand même pas mal de plomb dans l'aile. Mais disons qu'on voit comment les délibérations peuvent être fortement influencées par la présence du peuple. La déchristianisation a été, comment dit-on, officialisée à la suite d'une délégation qui arrive d'une petite commune de la Brie qui s'appelait Mency-en-Brie. Les types arrivent, des ploucs, ils arrivent et ils disent, voilà, 1, on ne veut plus de curé. 2, on veut que l'Église devienne temple de la raison. 3, on veut que toute l'argenterie soit donnée à la nation. 4, on veut que nos vieux patrons, Saint-Pierre et Saint-Machin, soient remplacés par Brutus et Marat. Et on veut changer de nom, que Mency devienne Mency-Marat. Voilà. Alors, les conventionnels sont un peu ébahis et ils votent un décret, séance tenante, parce que ça aussi, c'est formidable. Ils n'envoient pas ça à des commissions. Non, il y a un type qui va dans un coin, il rédige le décret, on le vote tout de suite. Que toute commune est libre de décider si elle veut ou non continuer d'avoir un curé. Donc c'est pas, mais ça pourrait être un modèle. Je sais pas. Je sais pas. Vous êtes un des rares dans la gauche radicale à avoir dit que quand même vous votiez Hollande pour changer le locataire de l'Élysée. Oui. C'est quoi votre jugement 6 mois après là-dessus? Oh Est-ce que ça valait le coup de voter? Oui. Il fallait se débarrasser. Et moi, j'attendais pas davantage que ce qui se passe aujourd'hui. Je savais. Moi, qui suis beaucoup plus vieux que vous, je connais les socialistes depuis bien plus longtemps. Et je sais que la trahison des engagements leur est consubstantielle. Donc, aucun étonnement. Dans ce récit de la Révolution française, on sent qu'il y a quand même un fil qui vous intéresse particulièrement, c'est trouver le moment de l'étincelle. Le moment où ça va basculer. Donc ça, et c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, se replonger dans cette histoire de la Révolution française, c'est se replonger dans l'idée que, en dépit de tous les fatalismes, de toutes les sensations qu'on peut avoir d'immobilité ou d'impossibilité, ben non, il se produit des choses. C'était aussi ce que vous faisiez dans votre livre L'invention de Paris, qui vient de ressortir
dans une version illustrée aux éditions du Seuil, enrichie. Est-ce que pour vous, et alors vous faites dans cette histoire de la Révolution française l'effort de ne pas être centré sur Paris. Néanmoins, voilà, c'est quand même souvent une histoire parisienne. Est-ce que vous pensez que c'est Paris qui peut encore être le lieu de l'étincelle? Puisque c'est quand même ça qui vous intéresse, c'est de savoir... Je dirais non, mais il ne faut pas oublier que avant l'été 89, la pré-révolution a commencé en province. Il y a eu des émeutes à Pau, il y a eu des émeutes à Rennes, il y a eu la journée des Tuiles à Grenoble, hein, qui était quelque chose où le régiment du Royal Marine a été quasiment chassé de la ville à coups de tuiles, lancé des toits. Et à la suite de ça ont eu lieu les États généraux du Dauphiné à Vizille. Donc, on ne peut pas dire que l'étincelle, les étincelles ont commencé à jaillir en province avant Paris. Et aujourd'hui, oui, je pense que c'est la même chose. Je pense qu'il y a plus de probabilité que l'insurrection qui vient se déclenche et son point de départ en province. Parce que à Paris, l'isolement des groupes est inhérent à la métropole. Et dans des villes à forte population étudiante et ouvrière, forte population étudiante et immigrée, la jonction peut se faire de façon plus naturelle. Donc je fais confiance. J'ai confiance en un démarrage à Rouen, à Rennes, à Toulouse. Alors vous faites vôtre les thèmes du comité invisible, qui dit dans l'insurrection qui vient, que vous venez de prononcer ces termes-là, que c'est pas dans la métropole que se produira l'insurrection, l'étincelle. Bon, ça oblige à revenir sur ce livre. Vous le publiez en 2007. Il marche déjà très bien avant que Michel Léomari vous donne un sacré coup de pouce en déclenchant l'affaire de Tarnac et en désignant l'insurrection qui vient comme le livre écrit par les gens de Tarnac. Ça va se vendre à 50 000 exemplaires, là, on en est où, là, maintenant? Oui, dans les 50 000. Bon, enfin, elle a assuré l'avenir de la fabrique, des éditions La Fabrique pour un moment. Néanmoins, là, c'est 2007, l'insurrection qui vient, ça fait un petit moment. Est-ce qu'elle vient toujours ou elle met du temps à venir? Elle vient lentement, en tout cas. Oui, elle vient lentement, c'est vrai. C'est vrai. Mais les choses peuvent s'accélérer de façon tout à fait imprévue. Je reste très optimiste sur ce point, sur le déclenchement très probable d'événements dont on n'a pas idée. D'événements, encore une fois, qui apparaissent aujourd'hui comme extrêmement improbables. Camille Desmoulins, il disait « En 1989, nous n'étions pas 10 républicains. » Tellement, c'était une idée, c'était une non-idée. Mais j'entends, mais la question, elle n'est pas seulement d'être optimiste ou pessimiste. Si on compare à, par exemple, la révolution égyptienne, à la fois, ce qui fait l'alchimie d'une insurrection puis d'une révolution, c'est absolument, effectivement, il n'y a pas de recette et on ne sait pas. Néanmoins, elle s'est construite. C'est-à-dire qu'il faut aussi la construire. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, ça se construit l'insurrection? Parce que on n'est plus autant des barricades non plus. Non, non. C'est pas avec des barricades. Non, c'est pas avec des barricades. C'est pas avec des barricades. Je crois que pour qu'une révolution n'avorte pas, il est important de construire très vite de l'irréversible. Je crois qu'il y a une séquence fatale, c'est gouvernement provisoire autoproclamé, préparation d'élections, élections constituantes. Ça, je pense que c'est archi mauvais. Parce que le gouvernement autoproclamé, c'est pas ceux qui, en général, ce n'est pas ceux-là qui se sont battus. C'est que ça soit, on a des exemples nombreux en France. Comment
en 1870, le Second Empire s'écroule. Sous la pression populaire, on proclame la République, mais il y a des types qui se réunissent à l'hôtel de ville et qui décident que c'est eux le gouvernement. Et c'est eux qui vont procéder à l'élection de l'Assemblée de Versailles, à la répression de la Commune, à l'installation de la Troisième République sur les cendres de la Commune. Je crois qu'il faut réfléchir. Si on dit il faut construire, je pense que c'est de l'irréversible qu'il faut construire et pas... Alors là, pour le coup, s'éloigner des modèles du passé qu'ont suivi plus ou moins les révolutions tunisiennes et égyptiennes. Gouvernement autoproclamé, tranquille, on va procéder à des élections. Et les élections, dans la foulée, forcément qu'elles reproduisent le passé. Parce qu'on n'a pas le temps, les gens, ils sont tellement imprégnés des idées inculquées par la propagande depuis. Forcément, ils vont reproduire, ils vont réélire une assemblée qui va représenter le passé. Et cette assemblée constituante va, au bout d'un certain temps, rétablir l'ordre. Cette séquence va aboutir au rétablissement de l'ordre. Et quoi alors, même si on vous suit que voilà, l'étincelle peut se produire, même si elle met un peu du temps à se produire, Oui. qu'est-ce qui se passe après l'étincelle si le processus constituante, élection, vous semble insatisfaisant? C'est quoi, quel processus vous pouvez nous faire visualiser? Je dirais que là, le système représentatif, les élections, ça doit être mis en cause. Parce qu'au fond, à quoi ça sert un appareil d'État? Pour énormément de choses, à rien du tout. Il y a un certain nombre... Vous êtes pour une société sans État? Je pense qu'il y a un petit nombre de sujets, de thèmes, de questions qui nécessitent en effet une décision à l'étage national. Mais pour ma part, je dirais, si vous me demandez mon avis, c'est ça. Pas d'Assemblée nationale, en tout cas, pas d'Assemblée à Paris. On ferme, on mure les lieux du pouvoir, les ministères, les mairies, on mure, on dissout ces corps constitués et on ferme leurs lieux de réunion. Et on crée des groupes de travail, pas dans la même ville. Le groupe de travail de Reims, on charge du nucléaire. Le groupe de travail du Havre, des transports. D'un petit nombre. Et le reste, ce sont des questions qui peuvent être résolues par vous et moi à l'échelle de la commune, du quartier, du village. De la commune. C'est quand même ça l'imaginaire. Oui. J'imagine ça comme ça. Mais je dirais que c'est pas à un vieux qu'il faut demander comment les choses vont se faire. Je pense que c'est vraiment la jeunesse qui va nous donner des leçons, comme d'habitude. Et c'est pour ça que vous accueillez des fois des jeunes dans votre maison d'édition La Fabrique. Oui. Voilà. Oui, oui. Je suis de loin le plus vieux. Et oui, il y a pas mal de jeunesse autour de La Fabrique, oui. J'aimerais savoir, parce que je disais en introduction que voilà, vous aviez quand même exercé des métiers assez différents. Chirurgien cardiaque pour enfants. Ensuite, vous avez repris les éditions d'art Azan qui avaient été fondées par votre père. Puis en 1998, après une expérience malheureuse avec Hachette qui a racheté les éditions Azan, vous créez les éditions La Fabrique. Est-ce qu'il y a des ressources de votre ancien métier de chirurgien que vous avez mobilisé dans votre travail d'éditeur? Est-ce qu'il y a une continuité alors qu'on a l'impression au contraire d'une grande rupture? Des continuités, on va dire. Faire fonctionner une équipe.
oui. Enseigner le métier, enseigner. Il me semble que j'ai appris à travailler à pas mal de gens. Parce qu'au fond, c'est toujours les mêmes recettes. Hein. Ouais. Se lever le matin, arriver à l'heure, tenir les délais. Tout ça, ce sont des choses... il me semble que j'ai inculqué ça aussi bien à l'hôpital que dans les différentes maisons d'édition où j'ai sévi. Et peut-être aussi... bon, si je veux être optimiste sur mon parcours, un désir, je ne dis pas que j'y suis toujours parvenu, mais de faire régner un sentiment d'égalité entre les gens. Pas utiliser l'argument d'autorité, jamais. Et oui, je crois beaucoup, à cet égard, je suis assez ranciérien, je crois beaucoup à l'égalité de n'importe qui avec n'importe qui. Je crois que l'égalité, c'est vraiment tout à fait essentiel. Et d'ailleurs, Robespierre et Saint-Just le pensaient déjà, que vraiment, c'était l'égalité vers laquelle il tendait. Et le passage de Hazan à la Fabrique, même s'il est pas, enfin, il y a eu une pause entre les deux, un des livres qui a marqué l'histoire des éditions La Fabrique, c'était le livre de Chiffrine, l'édition sans éditeur. Donc c'était à la fois un manifeste et voilà, et affirmer un mode de fonctionnement qui était, c'était à la fois plutôt on va dire un diagnostic sur l'état de l'édition et en même temps une sorte de livre manifeste au sens où voilà, ça voulait dire on crée en même temps, enfin aux éditions La Fabrique, on essaye d'appliquer une édition avec éditeurs différentes. Là, donc c'est 98, ça fait 15 ans, vous en êtes où? Ça continue à marcher ce système? Parce que le champ de l'édition, il a aussi bougé, c'est-à-dire qu'on n'est plus, oui, non plus dans les moments... Le champ a bougé, le fossé entre l'édition industrielle et l'édition artisanale s'est creusé, puisqu'il y a des maisons qui faisaient encore partie de l'édition avec éditeur qui sont passées de l'autre côté. Ces temps derniers, la concentration capitaliste continue d'avoir des effets néfastes, mais d'un autre côté, l'édition artisanale, La Fabrique et ses maisons amies. Voilà, il y a les prairies ordinaires, enfin il y a aujourd'hui une édition indépendante assez... arrive à tirer son épingle du jeu, grâce à quoi? Grâce à la librairie indépendante. Notre oxygène, ce sont les libraires indépendants qui nous aiment. En particulier, le livre de Chiffrine avait beaucoup pour La Fabrique, qui était une maison qui démarrait. Ce livre a fait beaucoup pour nous faire connaître auprès des libraires. Et les libraires, quand ils décident de défendre une maison d'édition, ça se sent. Ça se sent. Et ce sont eux qui véritablement nous servent beaucoup plus que les médias. Qui nous aiment, ça dépend. Ça dépend lesquels. Bon, tous les médias ne nous aiment pas. Il y a même des médias qui ne nous aiment pas du tout à La Fabrique pour la question de la Palestine. Là, sur la Palestine, on peut s'attirer pour pas cher des haines solides. C'est quoi les prochains projets de La Fabrique? Au printemps prochain, on va sortir le projet le plus marquant, je crois, du printemps, ça va être un livre qui va s'intituler « Pour en finir avec l'Europe ». Ça me semble une bonne conclusion, parce que sinon ça nous demanderait beaucoup trop de temps pour continuer. Merci beaucoup, Éric Hazan. La soirée Mediapart se poursuit avec à 20h30 plusieurs débats orchestrés par Frédéric Bonneau et la rédaction de Mediapart autour du mariage pour tous. Et dans quelques minutes seulement, à 19h, la séquence de retour sur nos enquêtes. Merci encore d'être venu avec nous. Merci à vous.